Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de ce comparatif entre le Fujifilm X-T3 et le Sony A7 III. Alors ici on va discuter un peu, je vais vous faire une restitution finalement de mes 5 jours de comparatif sur le terrain et je vais vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé. Je me suis fait un petit sommaire avec des notes et je vais vous dire ça de façon à ce que vous puissiez vous à la maison faire un choix en connaissance de cause. Pour le reste, sachez qu'on est quand même sur un comparatif avec des choux et des carottes, puisque le Sony A7 III est forcément meilleur que celui X-T3. Il a un capteur qui est 2,2 fois plus gros, il coûte 800 € supplémentaires. La question que beaucoup de gens me posent finalement, c'est est-ce que ces 800 € hors objectif valent le coup et est-ce que la différence pour 800 € est suffisamment profonde entre les deux boîtiers? Cette réponse-là, clairement, il n'y a que vous qui allez pouvoir l'apporter. C'est trop subjectif, ça dépend vraiment où est-ce que vous voulez mettre la barre. Est-ce qu'il y a une différence significative? C'est à vous de déterminer si cette différence, elle existe ou non. Moi, j'ai essayé dans cette première vidéo de vous donner des billes de façon à vous aider dans votre choix. Je vais vous en donner d'autres dans cette vidéo-là, mais à la fin, c'est vous qui déterminez si ça vaut 800 € ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, et de manière générale, on n'arrivera pas sur un full frame à avoir des optiques aussi petites, aussi légères, aussi peu coûteuses. Donc sur un full frame, forcément, les optiques vont être plus grandes, les optiques vont être plus lourdes. Ou alors, si ce n'est pas le cas, c'est que forcément, en général, on a un compromis sur la qualité. Ce Tamron 28-75, regardez les tests, ils sont absolument incroyables partout. Pour autant, ici, comparé à un objectif de la gamme Pro de chez Fuji, moi, j'ai trouvé que ce Tamron, il n'était pas si exceptionnel que ça. Alors, c'est un objectif qui est en plastique, là où l'objectif Fuji est en métal. Donc, le Tamron essaye d'être beaucoup plus léger. Mais enfin, quand bien même en faisant tous les compromis que vous voulez, vous voyez ici l'optique, elle n'est pas aussi compacte qu'une optique APS-C qui pourtant a un meilleur piqué que mon optique full frame. Donc, clairement, Tamron a dû faire des compromis, je pense. Et le 24-70 GM de chez Sony qui est beaucoup plus cher, beaucoup plus encombrant et qui probablement arrive à avoir un meilleur piqué que le Fuji, va coûter beaucoup plus cher et il n'y a pas de miracle en fait. Si vous partez sur un système full frame, vous allez être probablement plus lourd, plus encombrant et plus cher que si vous partez sur un système APS-C, sauf à viser quelques optiques de niche. Tous les 50 mm 1.8 sont évidemment toujours des objectifs qui n'ont pas été très coûteuses. Évidemment, il en existe pour le Sony. Évidemment, vous allez avoir des 85 mm probablement, mais si vous prenez toute la gamme en incluant les ultra grands angles, en incluant les téléobjectifs, en incluant les téléobjectifs 2.8, en incluant les optiques pour les animaliers, etc. En moyenne, sur le full frame, on est toujours 1,5 à 2 fois plus cher que sur un APS-C. C'est comme ça. Et on est en général plus encombrant, plus lourd et plus cher. Je vais maintenant vous dire tout ce qui m'a énervé finalement avec ce Sony A7 III parce que oui, il a un capteur extraordinaire, il produit des photos qui sont très qualitatives, même dans des situations extrêmes, ce que n'arrive pas à faire un APS-C, mais je résume pas un appareil photo à la qualité de son capteur personnellement, et il y a plein de trucs autour de l'appareil photo qui font que je m'amuse à faire des photos ou je m'amuse pas. La première des différences entre ces deux boîtiers, c'est l'ergonomie. Franchement, je ne suis pas un grand fan de l'ergonomie de ce A7 III. Déjà, la première des choses, c'est que c'est un appareil photo compact. Donc ça, c'est la réalité. Mais je ne trouve pas, et d'ailleurs, je pense que Canon et Nikon l'ont compris, je ne crois pas que ça soit un argument si prédominant que ça. Et je trouve les boîtiers Sony trop compacts. Je trouve qu'on n'y gagne pas finalement à être si compact que ça. Je le dis à chaque fois, mais moi, ici, je me coince les doigts. Je n'ai même pas assez de place et pourtant je suis sur un petit objectif ici qui est extrêmement étroit. Je n'ai pas assez de place ici pour mes doigts. Donc ça, c'est un des trucs qui m'embête chez le Sony. Et de manière générale, je ne trouve pas cette ergonomie si géniale que ça. Je n'aime pas du tout les molettes des Sony qui, je trouve, font vraiment toc. Je trouve qu'elles sont assez mal placées de manière générale. Bref, moi je ne suis pas un grand fan de ce boîtier fait par Sony. L'ergonomie, les menus, c'est connu. Chez Sony, ils sont imbuvables. Et ce n'est pas un mythe. Alors certes, on arrive à s'y faire avec le temps, mais enfin, je prends moins de plaisir finalement à utiliser ce boîtier qu'à utiliser mon Fuji. Mais ça va être le cas finalement sur tout le boîtier. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment rien d'autre que le capteur finalement de ce Sony A7 III que j'aime bien. Donc, c'est pas que ça soit fondamentalement mauvais, c'est que c'est moins bon en tout cas que le Fuji X-T3.
J'aime pas du tout le viseur, donc je pense que j'aurai l'occasion de vous montrer une vidéo peut-être maintenant, entre le viseur du A7 III qui clignote, qui scintille, on sent que ça lag, on sent qu'il y a plus de scintillement. Bref, je trouve que le viseur, en tout cas moi dans mon utilisation où je suis en AFC en point unique, je trouve que le viseur il n'est pas au niveau quoi. Là où le viseur du X-T3 me semble vraiment largement plus qualitatif. Mais ça va être le cas aussi de l'écran LCD derrière. Je trouve que l'écran LCD, on n'est pas du tout sur la même qualité. C'est vraiment, enfin pour moi, c'est le jour et la nuit. Et une des différences, par exemple, qui m'a énervé le plus lorsque j'ai fait ce comparatif-là, c'est que sur mon Fuji, j'arrive à voir l'écran malgré des lunettes de soleil polarisantes. Sur l'écran du Sony, je pensais que l'écran était éteint. Je m'excitais là sur l'écran, alors que l'écran était parfaitement allumé, c'est juste que je ne le voyais pas parce qu'il n'est pas de suffisamment bonne qualité pour être compatible avec des verres polarisants. Mais il est moins lumineux, il est moins défini. Franchement, pour moi, il y a un monde entre les deux. Ce n'est pas le même niveau de qualité. Certes, le capteur du Sony est éblouissant en dynamique, en capacité de résolution, en montée en ISO, etc. Il n'y a rien à lui reprocher, mais enfin, le boîtier en lui-même, moi, je ne m'amuse pas tant que ça avec ce boîtier. Et il y a vraiment énormément de choses qui me gênent. La première photo que j'ai essayé de faire, manque de bol, je suis allé faire des photos de nuit et j'ai essayé de faire des poses longues. Et je me suis aperçu, par exemple, que ce A7 III, il était limité à 30 secondes, comme mon X-T20 en fait. Et contrairement ici, alors que le X-T3 il est limité à 15 minutes. Au-delà de 30 secondes, sur le A7 III, il faut passer en mode bulbe avec une télécommande, faire ça à la mano. Enfin bref, c'est fastidieux quoi. Pour un boîtier qui est à destination de professionnels, je trouve que ça la fout mal quand même ce genre de limitation. Évidemment, on a le fait que l'écran ne soit pas inclinable en portrait. Donc sur ce X-T3, moi j'ai tendance par exemple, lorsque je fais des voies lactées, en général je le fais en portrait, je le mets comme ça moi je suis en général au-dessus et je vois bien l'écran. Donc ça, impossible de le faire, ça m'a agacé aussi. Le focus picking, pour faire la mise au point en manuel de nuit quand l'autofocus marche quasiment plus, quand il fait vraiment nuit noire et qu'il n'y a plus du tout une once de lumière, là aussi il n'y a pas photo entre le focus picking que propose le Fuji et le focus picking que propose le Sony. De même, lorsque j'ai fait les photos de lever de soleil, j'ai voulu gérer mon exposition par rapport à l'histogramme. L'histogramme n'est pas assez précis pour gérer l'exposition, donc j'utilise chez le Fuji un histogramme RGB en direct. Donc avant de faire la photo, sur le Sony, il n'y a pas d'histogramme RGB en direct. Bref, tout plein de petites options qui probablement sont peut-être des détails immenses pour vous, ont fait personnellement que quand j'ai fait les photos avec l'un et avec l'autre, j'avais pas l'impression d'avoir la même qualité de boîtier. J'avais vraiment l'impression d'être dans le monde des professionnels avec le Fuji et j'avais vraiment l'impression d'être vraiment dans un peu comme le X-T20 quoi. En termes d'ergonomie, pour moi on retrouve un peu ce parallèle-là, hein, un écran qui n'est pas inclinable sur 3 axes, un mode limité à 30 secondes maximum pour la prise de vue, pas d'histogramme RGB. Moi, j'avais un peu l'impression de me retrouver sur un boîtier plutôt moyen de gamme. Sony l'appelle The Basic Model. Alors certes, pour un modèle basique, il fait des photos incroyables à cause de son capteur, grâce à son capteur, mais enfin, en termes d'expérience utilisateur, j'ai trouvé que le compte n'y était pas spécialement. Alors, si la question que vous vous posez, c'est est-ce que le Fuji fait aussi bien que le Sony? Non, on l'a vu en photo lors de la partie 1. En montée en ISO, il y a un monde entre les deux. Lorsque vous arrivez à partir de ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800, peu à peu, il y a un fossé qui se crée sur ces ISO-là qui est de plus en plus grand. Alors, on n'est pas sur 3 stops comme je peux entendre des fois, ou même 2 stops. Je pense qu'on est plutôt sur un stop et demi de différence entre les deux boîtiers. Enfin, si vous prenez beaucoup de photos à haut ISO, je pense effectivement qu'il vaut peut-être mieux partir sur le Sony parce que il va vous donner les meilleures photos et c'est vraiment là où il est bon, grâce à son grand capteur. Si vous jouerez uniquement sur le piqué, moi j'ai trouvé que lorsqu'on restait dans des ISO irraisonnables, jusqu'à 1600 on va dire, ce Fuji fait des aussi bonnes photos. Moi j'ai trouvé que le Sony A7 III. Alors encore une fois, je n'ai pas ici d'optique très haut de gamme Sony qui ont le tag GM. J'en avais lorsque j'ai fait le test avec le XH1. Moi, je pense que franchement, au niveau du piqué, si vous recherchez le piqué ultime, je pense qu'il n'y a pas une grande différence entre un A7 III et un Fuji X-T3. Par contre, ce que j'ai préféré sur le Fuji, c'est la colorimétrie pour laquelle j'ai vraiment pas arrivé à... Ça m'a laissé vraiment un espèce de goût amer sur le Sony avec ces scènes où
cette herbe un peu fluo, ces tons jaunissent sur la peau, difficile à rattraper au post-traitement. Ça se fait hein, en gérant la calibration, en bas dans Lightroom, en gérant la balance des blancs, en utilisant le curseur magenta vert, en utilisant le panneau de couleurs. Mais bon, ça demande quand même plus de travail au post-traitement que si je partais avec mes photos Fuji. Pour le reste, au niveau du feuillage, je voulais montrer, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas une différence significative au niveau du feuillage sur ces deux boîtiers. Pour moi, c'est kiff kiff bourricot et c'est pas ça qui me ferait prendre un boîtier plutôt qu'un autre. Au niveau de la dynamique, certes, le Sony est meilleur en dynamique, mais il a tendance, je trouve, à avoir une mesure de l'exposition moins bonne et à flirter avec les limites et à cramer des hautes lumières, chose que ne fait jamais mon Fuji. Donc évidemment, avec la correction d'exposition sur le Sony, on peut en préventif faire ça. Mais ensuite, je me suis rendu compte que finalement, c'est clair qu'il y avait un gain en dynamique grâce au Sony. Mais finalement, ce gain en dynamique, lorsque je suis confronté à des situations de fort contraste, il n'est pas suffisant. C'est-à-dire que ce n'est pas ce petit gain de dynamique qui va me permettre, par exemple, de me passer de faire un bracketing. C'est-à-dire que si je suis confronté à cette dynamique-là, je fais un bracketing. Dans les deux cas, que j'ai un Sony ou que j'ai un Fuji, je fais un bracketing. Donc ça ne change rien pour moi entre les deux boîtiers. J'aurai un tout petit peu plus de latitude sur le Sony, mais enfin, je trouvais que ce n'était pas finalement ça qui changeait vraiment la donne. Au niveau de l'autofocus, vous l'avez compris, moi j'ai trouvé l'autofocus du X-T3 un poil supérieur à l'autofocus de ce Sony avec ce Tamron. Peut-être que si j'avais eu un autre boîtier, j'aurais trouvé que l'autofocus était aussi bon. Mais enfin, sur 4 jours de test, l'autofocus du X-T3 m'a quasiment jamais planté. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, encore une fois, c'est difficile de laver plus blanc que blanc. On va arriver à un niveau où l'autofocus est tellement bon que ça ne va plus être un élément différenciant, je pense, entre les boîtiers. L'élément différenciant, c'est évidemment le suivi des yeux. Le suivi des yeux sur ce Sony est un peu meilleur que sur le Fuji. Clairement, j'entends beaucoup, c'est le jour et la nuit, etc. Bon. Moi, j'ai eu le suivi des yeux activé sur les deux boîtiers pendant les 4 jours. Donc, je n'ai pas mis une seule fois le collimateur sur un œil. C'est lui, les appareils qui l'ont mis. Le Fuji m'a jamais lâché. Alors, certes, peut-être que ça ne bougeait pas suffisamment. J'ai vu beaucoup de démonstrations techniques, toujours avec le Sony, comme mon fils a eu l'idée de le faire dans la vidéo que je vous montre. Mais effectivement, si vous tournez comme ça en rond, si vous jetez des feuilles, si vous faites des choses un peu pas bizarres, mais un peu extrême, ben le Sony probablement répondra plus à cet usage-là. Enfin, si vous avez un usage classique sur des scènes qui bougent, mais qui ne bougent pas très très vite, le Fuji fait exactement le même boulot. Et si je devais noter les deux appareils, je mettrais probablement 6 sur 10 au Fuji et je mettrais probablement 7,5 sur 10, 7,5, 8 sur 10 au Sony. Donc il y a une différence, mais tout ça pour vous dire que de toute façon, qu'on soit chez Fuji ou qu'on soit chez Sony, à aucun moment on arrivera à être sur du 100% pour l'instant. Donc même le Sony, hein, il y a plein de moments où il perd le visage, il perd l'œil, il ne le détecte pas correctement. La seule différence, c'est que quand il l'accroche, il a tendance à le garder plus longtemps et notamment quand ça bouge plus rapidement que le Sony, que le Fuji, là où quand le Fuji, on commence à bouger vraiment beaucoup, il n'est peut-être pas assez suffisamment rapide, il n'est pas encore au niveau. Alors je pense qu'avec les mises à jour, à mon avis, ça va se finir par se niveler avec les mois qui passent. Enfin, au jour d'aujourd'hui, le Sony, si vraiment vous pariez tous sur l'œil, fera probablement un meilleur boulot. Allez, comparatif sur une même scène, franchement, les deux détectent très rapidement le visage, les deux détectent les yeux, franchement, ça marche plutôt bien. Même quand on arrive à proximité, aucun des deux perd sa cible. Et donc là, je vous remets la même scène, hein. On s'aperçoit quand même que, aussi bien sûr, on voit notamment sur le Sony que parfois il hésite un peu aussi à détecter le visage. Et donc là, maintenant, je vais vous montrer le test typique que n'est pas capable de faire le Fuji et que sait faire le Sony. C'est ce genre de choses. Donc là, vous voyez, bon, le Fuji ici, par exemple, arrivera à le faire, pas de problème. Mais là, clairement, quand on tourne comme ça, le Sony le trouve très très vite et le suit. Ça, un Fuji ne peut pas le faire. Donc c'est sûr que si c'est votre but dans la vie de tourner comme ça et de faire des tests extrêmes, ça ne marchera pas chez Fuji. En vidéo, vous m'aviez demandé de tester la stabilisation objectif vs stabilisation Sony. Donc on va regarder ça en vidéo. Allez, vous avez 3 vidéos d'un vlog, donc un tourné avec OIS, donc l'optique stabilisée, un tourné avec IBIS, donc le capteur stabilisé, et un sans aucune stabilisation. On voit que l'image du bas qui a aucune stabilisation tremble énormément. Et ensuite, on voit que
Ensuite, entre Ibis et OIS, pour moi, c'est kiff kiff bourricot. Je vois pas une grande différence entre les deux, alors peut-être que vous aurez un avis différent. Je suis même pas capable de dire lequel des deux est vraiment le plus qualitatif. En tout cas, le bokeh, hein, vous fiez pas à l'image et au bokeh. Je ne sais pas pourquoi j'étais en 5.6 sur le Fuji et j'étais en 2.8 sur le Sony. Donc forcément, l'image du Sony rend beaucoup mieux ici. Chez Sony, les choix d'optique seront pas limités. Toutes les optiques seront stabilisées par le capteur. Chez Fuji, il en va autrement. C'est-à-dire que si vous voulez une optique stabilisée pour faire vos vidéos, vous serez obligé de faire votre choix parmi la gamme de zoom stabilisé que propose Fuji. Aucune optique, aucune focale fixe chez Fuji, à part le XF80, dispose de stabilisation. Il faut quand même préciser que ça soit chez Fuji ou chez Sony, personnellement, je vois quand même beaucoup de gens qui font de la vidéo utiliser des stabilisations externes type Ronin S. En photo, j'ai fait des tests de stabilisation pour identifier quel gain de stabilisation permet le capteur stabilisé de ce Sony par rapport au capteur non stabilisé de ce Fuji. J'entends beaucoup me dire, oui, le capteur du Sony permet de gagner 5 stops de stabilisation. Dans les faits, je me rappelle que lorsque j'avais testé le XH1, j'étais plutôt à 3 stops et demi. Ici, sur ce Sony, dont je dis régulièrement, et on le lit partout sur Internet, que la stabilisation n'est pas aussi bonne que chez les autres constructeurs, on est plutôt aux alentours de 1 stop et demi, 2 stops par rapport au Fujifilm. Donc c'est déjà énorme, hein. Enfin, tout ça pour dire qu'on n'est pas sur 5 stops. Donc, vous pouvez shooter avec des vitesses 4 fois plus lentes sur le Sony que sur le Fuji. Encore faut-il que la vitesse basse que vous pouvez utiliser avec la stabilisation vous permette d'obtenir une photo nette, puisque il y a beaucoup de sujets que vous voudrez photographier qui seront flous à cause d'un flou de mouvement et d'une vitesse d'obturation insuffisante pour figer votre mouvement. Moi, j'ai la stabilisation sur le XH1 maintenant depuis 6 mois et en photo, sincèrement, j'ai dû m'en servir une dizaine de fois maximum en 6 mois. C'est vraiment quelque chose qui me manque pas du tout finalement, et on peut quand même se dire qu'aujourd'hui, aucun réflexe n'a la stabilisation et que ça doit quand même pas être un frein si important que ça en photo. En vidéo, je peux comprendre, en photo, j'ai plus de mal. Pour le reste, la photométrie, je l'ai trouvée meilleure sur le Fuji qui a tendance à moins cramer les hautes lumières, à plus respecter, enfin je trouve qu'il place mieux son exposition, le Fuji, que le Sony. En termes d'autonomie, c'est une victoire absolument écrasante, mais alors incroyable. Franchement, absolument hallucinante du Sony. Clairement, pour moi, la batterie du Sony, d'après mes tests, hein, j'ai utilisé 2 batteries et demie sur le Fuji et je suis à, je vous mens pas, je ne l'ai pas rechargé, hein, et je suis à 48% sur le Sony. Donc tout ça pour dire qu'en termes de batterie, franchement, il y a un monde entre les deux boîtiers, hein. Je vous dis 2 batteries et demie et là je suis à 50%, ça veut dire qu'il me faudrait 4 batteries Fuji pour faire une seule batterie Sony, alors que franchement la différence n'est pas si énorme que ça en taille, hein. Quand vous regardez les 2 batteries, je vais vous les montrer. Vous voyez, on a la batterie du Fuji vs la batterie du Sony. Alors il y a une différence entre les deux, mais enfin on n'est pas si gros que ça, hein. Moi, pour avoir 4 fois de plus d'autonomie, je suis prêt tout de suite à adopter une batterie un tout petit peu plus lourde et un tout petit peu plus grande. Donc ça, c'est clair et net. En termes de batterie, j'ai préféré largement la batterie du Sony. En vidéo, j'ai l'impression que le Fuji est plus complet. En effet, il va vous proposer de la 4K 60 fps. Il va proposer aussi le format DCI. Donc tout ça, et il va proposer un bitrate qui peut monter jusqu'à 400 Mbps, là où le Sony est limité à 100 Mbps. Le Fuji propose le H265 avec du 10 bits, là où le Sony est limité en 8 bits. Les deux sont capables de faire des ralentis 120 images par seconde. Le Fuji propose évidemment les simulations de film et notamment Eterna. Les deux proposent le format log. Le Fuji proposera bientôt le hybride Gamma Log. Le Fuji est capable de faire la détection des visages et des yeux, chose que n'est pas capable de faire le Sony en vidéo. Donc ça montre bien la puissance aussi du processeur Fuji et je pense que c'est vraiment un signe qu'ils peuvent améliorer leur système pour le faire avancer plus vite. Les deux disposent notamment des zébras. Ils ont aussi les timecodes. Bref, c'est 2 appareils très complets en vidéo avec plus d'options sur le Fuji.
On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Au moment de conclure cette vidéo, comment ne pas préciser que quand même au final c'est deux super appareils photo et a priori qu'on prenne l'un ou qu'on prenne l'autre, il y a peu de chances d'être déçu. Malgré tout, il y a évidemment des éléments qui les différencient, il y a des éléments qui sont assez similaires sur les deux boîtiers. C'est à vous de savoir quel est votre niveau d'exigence et quel type de photo vous allez faire et quel outil sera le meilleur pour vous. Moi, j'ai choisi Fuji, on va en parler dans une troisième vidéo où je vais faire une petite conclusion à tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Moi, c'est vrai que je suis un Apple fanboy, j'ai toujours été quelqu'un qui aime beaucoup le design, qui aime beaucoup l'esthétique. J'adore l'esthétique de mes Fuji, j'aime beaucoup l'ergonomie avec des molettes, j'aime beaucoup l'ergonomie. Enfin voilà, moi c'est vrai que je trouve que le Fuji en métal, il est extrêmement bien construit, c'est extrêmement soigneux. Sentiment qui m'a permis de probablement créer une connexion avec la marque Fuji comme j'ai créé une connexion avec la marque Apple. Et j'ai beaucoup de mal à créer cette connexion-là avec Sony qui me paraît être quelque chose de beaucoup plus geek, beaucoup plus finalement technologique. Donc les images sont incroyables, la technologie avec les yeux est incroyable, mais j'arrive pas à me sentir finalement, j'arrive pas à créer une connexion avec ce boîtier qui, tout plastique, même là les ports, on n'en a pas parlé tout à l'heure, hein, mais quand vous ouvrez ici, vous avez des bouts de plastique qui pendent de votre appareil photo. Je ne sais pas si ça passe en vidéo là, mais ça fait vraiment cheap. Et en fait, tout le boîtier me... Bon, vous l'avez compris, je pense, si vous avez regardé le truc, mais tout le boîtier me permet pas finalement de créer cette connexion que j'adore avoir avec mon matériel photo. Allez, je vous retrouve donc dans la troisième partie de cette série de vidéos. Dans la troisième partie, on va conclure donc, tout ce que je vous ai dit. Je vais vous donner un peu plus mon avis sur tout ça et on va reparler aussi APS-C vs full frame. Allez, je vous retrouve dans la suite, donc troisième partie dans quelques jours. Lâchez-moi les pouces levés vers le haut et moi je vous dis à bientôt dans la